Donc, merci d'être venu assister, participer à ce débat sur la question de la fiscalité. La fiscalité française est-elle injuste? Donc, c'est un sujet qui anime le débat public français depuis très longtemps, bien sûr, mais qui a trouvé une actualité brûlante au sens propre du terme avec le mouvement des Gilets jaunes ces derniers mois. Donc, où en est-on aujourd'hui là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Est-ce que la fiscalité touche trop les classes moyennes, les classes populaires, ou au contraire, est-ce qu'elle pénalise trop les premiers de cordée qui devraient pouvoir plus investir pour développer l'économie française, etc. Donc c'est un débat qui se situe évidemment dans un contexte international, pas simplement par rapport à nous, mais aussi comment se situe la fiscalité française sur toutes ces questions à l'échelle internationale. Et c'est pour cela que c'est Orseta Cosa, donc qui est senior économiste à l'OCDE, qui va ouvrir ce débat en nous présentant les chiffres, les données de l'OCDE en termes de comparaison internationale. Donc l'OCDE travaille beaucoup sur la question de la fiscalité, mais aussi sur les inégalités, sur l'effet redistributif de la fiscalité dans les différents pays qu'elle couvre, donc les pays riches, entre guillemets. Bon, c'est un... Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. C'est la première fois que je viens au GECO. Donc j'espère que je serai à la hauteur. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous mettre en perspective la position française par rapport à d'autres pays de l'OCDE, donc vraiment pour cadrer le débat. Et après, on reviendra évidemment plus en détail sur le cas français avec les autres présentateurs. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un certain nombre d'études qu'on a réalisées à l'OCDE. On pourra revenir un peu plus sur les détails. Des études qui ont permis de mettre en comparaison les différents systèmes redistributifs via la fiscalité dans les pays de l'OCDE, mais aussi et surtout leur évolution au cours des dernières décennies, qui ont montré, pour anticiper les résultats, un déclin de la redistribution dans les pays de l'OCDE et qui ont essayé de comprendre pourquoi la redistribution a décliné. L'avantage de ce que je vais vous montrer, c'est quoi? C'est qu'on s'appuie sur des données qui sont harmonisées. C'est vraiment un mantra à l'OCDE d'harmoniser les données, de montrer des données qui sont comparables entre pays. Donc ça, c'est l'avantage, mais ça vient avec un inconvénient. On s'appuie sur des protocoles internationaux qui permettent de mesurer un certain nombre de choses sur échelle comparable. Or, il y a des spécificités liées à chaque pays qui peuvent pas être mesurées de façon comparable et qui, du coup, vont manquer à l'appel. Et voilà, donc il y a un peu un trade-off entre ces deux aspects-là et je vais essayer de mettre l'accent aussi sur certaines faiblesses de notre mesure pour quand même être très transparente par rapport à ça. Alors, pour commencer... Voilà, sur ce chart, en fait, j'ai mis la moyenne de l'OCDE, puis j'ai mis un certain nombre de pays. Et ça, c'est ce que j'appellerais une vision intuitive de la redistribution. Elle n'est pas formelle. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qu'on fait? On classe les ménages par décile de revenus disponibles, d'accord? Donc c'est sur ce que l'avait sur les axes des X. Et puis on regarde, c'est des données micro, combien les ménages dans chaque décile payent en impôts et reçoivent en transfert. Et puis après, le trait rouge, c'est en net. D'accord? C'est ce qu'ils payent en net ou ce qu'ils reçoivent en net. Donc au milieu, vous avez les classes moyennes, en bas, vous avez les pauvres et en haut, les riches, pour simplifier, ultra simplifier. Alors, voilà, là, donc c'est intéressant. La pente vous indique une sorte de progressivité, évidemment. Tout en bas, on est bénéficiaire net, tout en haut, on est payeur net. Et après, vous avez le bleu et le vert. Alors, le bleu, c'est les transferts, et le vert, c'est les impôts. Et là, warning, qu'est-ce que je dis par transfert? Ici, je n'inclus, parce que c'est ça qu'on a sur une base comparable, que les transferts cash, monétaires. Donc, on a les allocations chômage, par exemple, on a les minima sociaux et on a les prestations universelles comme les prestations familiales. Mais on n'a pas, par exemple, les prestations en espèces. Le fait que l'éducation est publique et gratuite, quasiment gratuite en France, par exemple, l'accès aux soins, etc., etc. Donc, c'est les transferts cash. Et dans l'impôt, important de le préciser, il ne s'agit que de l'impôt sur le revenu, enfin des impôts directs et des contributions employées.
C'est ça qu'on mesure dans la redistribution sur base comparative. Typiquement, on n'a pas la TVA là-dedans, on n'a pas l'impôt sur la propriété. Donc c'est ça notre cadre analytique. Mais qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Alors déjà, on voit qu'il y a cette pente, c'est-à-dire une forme de progressivité du système fiscal qui fait que les classes moyennes sont plus ou moins neutres. Enfin, elles sont quand même contributrices. En plus ou en autre, ça dépend des pays. Mais grosso modo, en bas, on est bénéficiaire et en haut, on est contributeur. Mais on voit aussi des différences entre pays dans la pente de cette pente, on va dire, et dans le poids relatif des instruments. Et typiquement, une chose sur laquelle j'aimerais appuyer votre attention, c'est sur le faible poids de l'impôt sur le revenu en France, notamment vis-à-vis des transferts. Il a l'air quand même de faire un petit peu moins de redistribution que les transferts, et on sait aussi que l'impôt sur le revenu ne rapporte pas grand-chose par rapport au PIB, par rapport à d'autres impôts. Donc ça, c'est une question sur laquelle on pourra revenir ensuite, parce que elle est quand même, je pense, assez fondamentale pour parler de l'impôt en France. Ensuite, j'arrive sur une mesure plus formelle de la redistribution, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'équation. Elle est formelle, mais elle est très simple. Qu'est-ce que c'est? D'un côté, vous avez deux mesures de l'inégalité. L'inégalité est mesurée par le coefficient de Gini, qui n'est pas du tout mon préféré, mais qui est très avantageux pour parler de la redistribution. J'en parlerai après. Donc vous avez le Gini, un coefficient qui varie entre 0 et 1, ou entre pour les inégalités, pardon, le Gini avant et après transfert. Donc le Gini, il est... Les inégalités. Oui, mais il est de 1 quand l'inégalité est totale. Oui, et 0 quand c'est tout le monde est l'égalité est parfaite. Excusez-moi, j'aurais dû le lire. Donc le petit trait, c'est l'inégalité pré-taxe et transfert, autrement dit le Gini, ce qu'on appelle marchand, les revenus du marché. Et le triangle, c'est après taxe et transfert. Et donc, du coup, vous avez deux axes. D'un côté, vous avez l'axe de gauche qui mesure le Gini, avant et après. Et l'axe de droite, c'est la redistribution. La redistribution, c'est la différence relative entre le Gini avant et après. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que en moyenne, dans les pays de l'OCDE, donc ça s'appelle OECD 33, on n'est pas 33, on est plus, mais ça c'est parce que c'est par rapport aux données qui sont disponibles. La redistribution réduit les inégalités de 26% environ, c'est quand même beaucoup. Bon. Et alors comment est-ce que se situe la France par rapport à ça? Eh bien, elle se situe plutôt bien parce qu'elle est en haut, elle est à quasiment 35%. Donc la France se situe parmi les pays les plus redistributifs au monde. Ce qui est intéressant de voir dans cette slide, c'est que, en dépit du fait que les pays de l'OCDE, en tout cas la majorité de ceux qu'on voit sur ce chart, sont quand même des pays assez riches, comme a dit M. Duval, il y a quand même une panoplie de différences d'inégalités et de redistribution. Et par exemple, justement, si je prends le cas de la France, si je compare la France à l'Italie, l'Italie c'est mon pays, le niveau d'inégalité avant taxe et transfert en Italie et en France est le même. Mais la redistribution, vous voyez bien qu'elle est beaucoup moins forte en Italie, elle est à 25%, donc en dessous de la moyenne OCDE, et en France quasiment à 35%. Donc il y a beaucoup moins de redistribution en Italie qu'en France. Et j'ajoute que s'il y avait aussi les prestations en nature, ça serait 10 fois plus en France, 10 fois moins en Italie. Donc voilà, tout ça pour dire que la France, à l'aune de cette métrique, se situe assez bien. Excusez-moi, j'ai oublié de dire une chose. Ici, on est en train de travailler sur la population en âge de travailler. C'est-à-dire que largement sont exclus les retraités. Donc, dans cette présentation, la redistribution, en grande partie, n'inclut pas les retraites. D'accord? Et je pense qu'il y a un débat sur les retraites au GICO qui sera plus tard aujourd'hui, notamment avec Bozio, qui est un grand spécialiste des retraites, et avec aussi des collègues de l'OCDE. Et voilà, donc ce n'est pas tout à fait le sujet. Parce que je sais que c'est un sujet important, mais voilà, j'aurais dû le dire dès le début. Ensuite, voilà. Alors, donc du coup, on a vu que la redistribution, c'est important, qu'en moyenne, c'est 35% en France, etc. Mais alors, maintenant, justement, c'est là où le Gini est pratique, c'est qu'on peut le décomposer. On peut décomposer les parts respectives des différents éléments du système fiscal. Et donc, là, très simplement, ce que je fais, c'est que j'ouvre le Gini, j'ouvre la différence de Gini, et je regarde, en fait, les contributions relatives des transferts en espèces, comme j'ai dit tout à l'heure, versus les impôts directs et contributions employées. D'accord? Donc, c'est un exercice qui techniquement n'est pas très compliqué. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, by and large, je dirais, enfin, en grande partie, en fait, ce sont les transferts en espèces qui font plus de redistribution
que les impôts directs. Et ça, c'est vrai, c'est 70% en moyenne dans l'OCDE, et en France, c'est 10 points de pourcentage de plus. Autrement dit, quasiment la totalité, et donc l'impôt n'est pas très redistributif à l'aune de cette métrique. Donc, mais on voit bien quand même qu'il y a des différences entre pays, et des pays qui redistribuent plus de la France, par exemple, je regarde l'Irlande, elle s'appuie quand même plus sur l'impôt. Alors c'est vrai qu'en l'Irlande, bon, enfin, il y a plein de particularités au système irlandais, mais l'impôt sur le revenu en Irlande, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est très progressif. C'est un pays très redistributif. Bon, et enfin c'est pareil au Danemark, et d'ailleurs en Allemagne aussi. Bon, ayant dit ça, j'aimerais quand même juste émettre un bémol là-dessus, c'est-à-dire qu'évidemment, oui, d'un point de vue, enfin, on fait cette décomposition, c'est juste une décomposition, on voit que les transferts jouent un rôle principal, mais attention, les transferts, il faut bien qu'ils soient payés par l'impôt. Et comment, donc finalement, tout ça sont des vases communicants, donc il faut quand même tenir compte du système dans son intégralité. Mais voilà, un autre débat qui est intéressant, où je peux aussi situer la France, et après on peut revenir dessus, c'est, bon, ok, on a vu que c'était les transferts qui faisaient le plus de redistribution, mais finalement, pourquoi? Et intuitivement, et après, bon, analytiquement, il y a une façon de comprendre ça, qui s'appelle la décomposition de Reynolds-Zmenolsky, en termes très, très savants, mais qui, en fait, de décomposer l'impact des transferts, ou d'ailleurs de l'impôt aussi, entre la masse, c'est-à-dire sa générosité, et sa progressivité ou son ciblage. Là, dans le cas des transferts, c'est le ciblage. Est-ce que les transferts sont redistributifs parce qu'ils sont généreux, parce qu'on donne beaucoup, ou alors parce qu'ils sont super ciblés sur les ménages les plus modestes. Et donc là, du coup, qu'est-ce que je montre sur ce chart? Je vais prendre tous les pays de l'OCDE, et la barre en bleu, en fait, c'est les transferts par rapport aux revenus dans la population en âge de travailler dans son ensemble. Okay, donc ça, c'est super corrélé avec la dépense sociale. Bon, voilà, enfin, c'est une question de masse, d'accord? Et puis, donc ça, c'est le triangle. Et après, le bleu, c'est on prend ces mêmes transferts, et quel est le pourcentage de ces transferts qui va au premier quintile, donc aux 20% les plus pauvres. Okay, et là, en fait, hétérogénéité très très forte au sein des pays de l'OCDE. Alors, on prend les deux extrêmes, d'accord? Donc, bon, l'Australie, par exemple, l'Australie, vous voyez que le triangle, il est très petit, c'est genre 7% des transferts en moyenne, mais quasiment 45% vont au premier quintile, donc au plus modeste. Donc c'est super ciblé. Voilà. Donc en fait, c'est OK, ils ne dépensent pas beaucoup, mais alors ça va vraiment aux ménages les plus modestes. Après, je prends le cas de mon pays. Bon, d'accord, je ne prends pas la Grèce, c'est quand même très spécifique. Bon, il y a eu la crise, je pense qu'il vaut mieux. Ce n'est pas forcément un bon exemple. Mais en Italie, donc 23% des transferts en moyenne. Enfin, 23% en moyenne dans la population en âge de travailler, et donc il n'y a même pas les retraités là-dedans, donc c'est beaucoup, l'Italie dépense beaucoup, mais 8%, c'est-à-dire moins que représente la population elle-même, qui est 20% de la population, va au premier quintile. Donc c'est quasiment régressif. D'accord ? Bon. Et là-dessus, la France, en fait, c'est des transferts qui sont relativement généreux. Hein. Vous voyez le petit triangle, bon, il est relativement généreux. Et le ciblage, il n'est pas énorme à l'aune de cette métrique, d'accord, puisqu'on est un petit peu plus que 20% qui va au premier quintile. Alors, bon, ça, c'est en fait ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que c'est ni bien ni mal. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat dans la littérature sur est-ce que plus de ciblage, c'est bien ou c'est pas bien. En fait, ce qu'on montre, c'est que finalement, les pays qui font moins de ciblage sont ceux qui arrivent à faire le plus de redistribution. Autrement dit, il faut quand même dépenser, quoi. Voilà, enfin, c'est ça. C'est-à-dire, la dépense, ça compte quand même. Le fait qu'en Australie, ça soit hyper ciblé, ça rend pas forcément les transferts très redistributifs parce qu'ils sont tellement pas généreux, quoi. C'est pour ça qu'on a eu un débat aussi sur le revenu universel. Bon, tout ça, voilà, pour dire que le ciblage, c'est bien, mais ce n'est pas non plus la panacée, même si, bon, d'un point de vue fiscal, évidemment, c'est attractif. Et puis, voilà, je vais terminer sur un chart qui était, en fait, qui a énormément fait parler de lui à l'OCDE et dehors de l'OCDE, parce que, alors, sur cette charte, on ne voit pas beaucoup de pays parce que les données doivent être comparables, etc. Mais enfin bon, le message est là, la redistribution a baissé dans la très forte majorité des pays de l'OCDE au cours des 20 et même 30 dernières années. Il y a eu une petite parenthèse pendant la crise parce qu'il y a eu les stabilisateurs automatiques, mais c'est reparti tout de suite après. Et la redistribution, elle a baissé beaucoup.
Alors, elle a baissé beaucoup et on a fait plein d'études pour essayer de comprendre pourquoi. Mais là, j'aimerais juste attirer votre attention, c'est qu'en France, ce n'est pas le cas. En France, la redistribution, elle a baissé de... Enfin, c'est même pas statistiquement significatif ce qu'on voit sur le chart. Mais par contre, elle a baissé beaucoup dans des pays qui sont très redistributifs et qui le restent, somme toute. Par exemple, la Suède et la Finlande, donc les Nordiques. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est des pays qui ont connu une énorme augmentation des inégalités qui sont en grande partie liées à des politiques fiscales qui sont devenues de moins en moins redistributives. Juste pour conclure sur les causes de ce déclin, en général, encore une fois, on voit bien que la France n'a pas connu de déclin à l'aune de cette métrique, qui évidemment n'est pas parfaite. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est que ce déclin, il est lié, alors ça ne va pas vous surprendre, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que les transferts constituent le plus fort levier de redistribution. Et bien effectivement, si on essaie d'identifier les causes, entre guillemets, c'est toujours difficile d'identifier les causes du déclin de la redistribution, on met de côté les aspects qui sont cycliques, d'accord, les aspects liés au cycle, le chômage augmente, la redistribution augmente, c'est mécanique, les aspects démographiques. On essaye d'isoler les facteurs de politique publique, et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que ces politiques de workfare, c'est-à-dire les politiques d'incitation au travail, les politiques d'activation des chômeurs, ont rendu le système de transfert moins généreux vis-à-vis des chômeurs, en voulant, avec une idée positive, de vouloir les activer, de vouloir accélérer le retour à l'emploi, et plus redistributif vis-à-vis des travailleurs, des gens qui travaillent déjà, mais qui sont tout en bas de l'échelle des revenus. Donc, on pense aux primes pour l'activité, primes pour l'emploi, à toutes ces mesures, ou à l'impôt négatif également, qui fait partie de ça. Donc, en fait, la progressivité de l'impôt, elle a augmenté tout en bas de la distribution. Elle a diminué vraiment tout en bas pour les chômeurs, c'est-à-dire que c'est devenu moins généreux. Et tout ça a fait que finalement la redistribution a diminué pour augmenter la participation au marché du travail et à l'emploi. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste comme ça. Et puis une deuxième chose qui fait partie, qui est le pendant, mais qui joue un rôle quantitativement plus petit, mais qui est quand même important, c'est que la redistribution, donc la progressivité de l'impôt, elle a augmenté tout en bas, mais elle a diminué tout en haut. Elle a diminué pour les top income, ça c'est l'histoire qu'on connaît sur la taxation des hauts revenus et la taxation des revenus du capital. Et on a montré, j'ai un papier qui est situé qui est dans la fin aux références, où en fait on a montré qu'il y a une interaction entre ça et les histoires de concurrence fiscale qui ont abaissé de plus en plus la taxation sur les top income et sur le revenu du capital. Patrimoine aussi, mais bon, c'est pas inclus dans nos mesures. Voilà. Mais donc, il y a eu aussi des effets qui ont contrecarré ça, et typiquement l'augmentation de la progressivité tout en bas, et je pense que Jean-Luc pourra en parler aussi, ce qui est un aspect intéressant qui touche la France également. Merci beaucoup. Merci. Donc, vu depuis l'OCDE avec toutes les réserves d'usage sur les différentes mesures, donc la France est un des pays qui redistribue, où la redistribution a le plus d'effets sur les inégalités, où cette redistribution n'a pas jusqu'ici baissé significativement, alors que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays de l'OCDE, y compris des pays qu'on considère souvent comme très sociaux et des modèles comme les pays scandinaves. On va enchaîner tout de suite avec Jean-Luc Tavernier, donc, qui est directeur général de l'INSEE, qui va nous donner un point de vue plus précis sur la France elle-même et sur sa fiscalité. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. Moi, c'est pas la première fois. Je viens régulièrement au GECO. Et alors, je vais commencer par 2 remarques liminaires. Et puis ensuite, je ferai écho aux travaux de l'OCDE qu'a présenté Orsetta. Et puis, je voudrais parler spécifiquement du workfare. Tu vas nous donner envie de poursuivre la discussion. Et donc, voilà le programme. Alors, ma première diaporama, c'est pour 2 remarques liminaires. Je vais d'ailleurs commencer par... Ah, c'est moi qui bouge. Alors, voilà. Je vais d'ailleurs commencer par celle du bas, pour vous dire que ces mots de juste, injuste ne font pas partie en fait, du registre de vocabulaire des statisticiens, pour être sincère. Et on regarde si le système fiscal est redistributif, on regarde s'il donne les bonnes incitations, les incitations qui sont définies au niveau politique, mais l'incitation à l'activité, à l'entrepreneuriat, à l'innovation, etc. Voilà les choses qu'on regarde. On conclut rarement en disant c'est juste ou c'est injuste. Donc, pour ne pas être déceptif, je vous le dis tout de suite. Deuxième
deuxième remarque liminaire, c'est, et je pense que Orsetta vous a déjà convaincu de ça, il ne faut pas regarder le système fiscal indépendamment du système de transfert et de prestations qu'il finance. Ça ne sert à rien d'avoir un système fiscal qui a un apparence progressif si on a des prestations qui sont elles-mêmes aussi plus fortes pour les gens qui ont des revenus plus élevés. Donc il faut regarder l'ensemble des facultés redistributives de l'ensemble du système de prélèvement et de transfert. C'est effectivement donc, ce que fait l'OCDE. Donc moi j'ai un graphique assez similaire à celui d'Orsetta. Vous pouvez trouver des petites différences, mais en gros le message est le même. C'est qu'avant redistribution, la France est plutôt un pays assez inégalitaire, plutôt plus que la moyenne de l'OCDE, liée en partie à la prévalence d'un chômage élevé. Et ça, c'est les histogrammes rouges. Et l'histogramme bleu, c'est-à-dire après intervention du système de prélèvement et de transfert, la France figure au contraire en dessous de la moyenne de l'OCDE, plutôt parmi les pays les moins inégalitaires, et ça de façon assez constante. Alors, pour parler d'autre chose que du Gini, ce qu'on a souvent dans nos publications, c'est de comparer le revenu, par exemple, de ceux qui sont dans le premier décile, les 10% les plus élevés, aux revenus qui sont dans le dernier décile, les 10% les plus pauvres. Avant redistribution, le rapport de ces deux masses de revenus, entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, c'est 22. Après redistribution, c'est 6. Donc ça vous donne le pouvoir redistributif important de l'ensemble du système. Et comme l'a dit là aussi Orsetta, et là c'est un graphique qui est sur cas français où on s'abstrait un peu des problèmes d'harmonisation auxquels doit être confrontée l'OCDE, mais on peut regarder les choses un petit peu en détail. On observe, nous, avec cette métrique-là, que, en gros, les 2/3 de cette faculté redistributive du système de prélèvement et de transfert est lié au transfert, 1/3 au prélèvement, c'est pas très loin de ce que nous disait Orsetta à l'instant. Si on regarde plus précisément, évidemment, du côté des prélèvements, ce sont les impôts directs qui jouent le plus. Au passage, vous avez là, vous pouvez voir sur une ligne le passage de l'impôt sur la fortune à l'ISF à l'IFI, qui change assez peu, alors que c'est évidemment ce dont on a envie de parler le plus, mais compte tenu des masses en jeu qui ne sont pas considérables, sur le coefficient de Gini, globalement, l'effet de cette suppression de l'ISF pour se cantonner à l'IFI n'est pas si importante que ça. Du côté des prestations, donc comme je vous disais, les 2/3 de la faculté redistributive de l'ensemble du système, c'est lié beaucoup à des prestations sous conditions de ressources, les minima sociaux, les aides au logement, les allocations familiales, surtout celles qui sont sous conditions de ressources, et de plus en plus, une part croissante maintenant, avec les mécanismes de workfare, prime pour l'emploi, RSA, et maintenant prime d'activité, puisque ça a beaucoup évolué au cours des dernières années, en France comme dans d'autres pays. Alors maintenant, je voudrais changer un peu de perspective pour vous parler. Alors, je voudrais parler essentiellement du bas de la distribution des revenus, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications au cours des années, du fait de ces systèmes de workfare. Donc, je voudrais mettre l'accent là-dessus, mais je vais l'introduire en disant que la courbe théorique des taux de marginaux de prélèvement, donc je vais vous expliquer ce que c'est une courbe en U. Qu'est-ce que c'est que les taux marginaux de prélèvement? C'est, on regarde pour chaque individu, chaque ménage, lorsqu'il fait un effort supplémentaire d'accroître sa durée du travail ou d'avoir une augmentation salariale, quelle est la partie de cette augmentation du revenu primaire qui va être absorbée soit par une hausse des prélèvements, soit par une baisse des transferts, notamment des transferts sous conditions de ressources. Typiquement, on s'attend à avoir une courbe en U, c'est ce que dit la littérature théorique. On comprend bien à droite de la distribution, on a un impôt progressif et donc les riches payent de plus en plus d'impôts. Pour le bas de la distribution, il faut prendre un peu plus de temps pour dire que c'est essentiellement le phénomène des prestations sous conditions de ressources. Lorsqu'on s'élève en niveau de revenu, on perd des droits à ces prestations sous conditions de ressources. Et donc, il y a une partie significative de la hausse du salaire, en l'occurrence, qui va être compensée par une baisse de ces transferts qu'on reçoit. Le cas extrême, c'est lorsqu'on a une différentielle totale de revenus, un revenu minimum comme on avait avec le RMI. Au début, lorsqu'on commençait à travailler sur des salaires, des emplois à temps partiel faiblement rémunérés, on ne gagnait rien. Il y avait même des situations où ces taux marginaux pouvaient être supérieurs à 100%. On perdait en revenus disponibles en travaillant davantage. C'était la situation qu'on avait dans les années 90. Là, je vous présente, on voit, alors l'échelle montre un peu évasée, mais on distingue un U.
effectivement. Et là, on a les taux moyens de marginaux de prélèvement auxquels sont confrontés les ménages français. Ce n'est pas fait sur 4 types, c'est fait avec l'ensemble des ménages par microsimulation, en leur appliquant à chaque fois un accroissement de la durée du travail ou un accroissement des hausses de salaire. Voilà ce qu'on avait au milieu des années 90. On pouvait être dans cette situation, puisque là c'est une moyenne, où à gauche on avait, comme je vous disais, des taux marginaux très élevés et où il n'était pas incitatif de reprendre l'activité, surtout lorsqu'elle était faiblement rémunérée, singulièrement à temps partiel. Donc on a voulu, et c'était un consensus politique à vrai dire, modifier cet état de fait, que le barème des prélèvements ne donne plus cette incitation perverse, je dirais, et on a voulu que le travail paye, y compris le travail à mi-temps au SMIC. Et pour ça, on a donc instauré des mécanismes de warfare. Ça a été la prime pour l'emploi, ça a été le RSA, ça a maintenant été la prime pour l'activité. Et ils ont considérablement modifié la courbe. Et je voudrais juste insister là-dessus, parce que dans le débat économique et social, on a mis ça dans le débat public à l'INSEE avec 2 publications récemment, mais je crois que ce n'est pas totalement anodin. Donc en bas de la distribution, en fait, ça a baissé, parce qu'au début où on commence à travailler, on est encouragé par ces mécanismes de warfare à travailler. Mais ensuite, ces mécanismes, en général, ils ont leur maximum à 0,5 SMIC, un mi-temps au SMIC, et ensuite ils viennent être dégressifs. Et donc, au-delà de 0,5 SMIC, en fait, ils ajoutent à ces taux marginaux net de prélèvement, puisque, en plus de perdre des prestations sous conditions de ressources, des allocations familiales, des allocations logement, souvent, c'est important, les allocations logement font partie des prestations les plus ciblées, on va perdre de ces droits à, encore une fois, PPE, puis RSA, puis maintenant prime pour l'activité, et on peut être confronté, alors, pour ce que je vais appeler des classes moyennes inférieures, à des taux marginaux de prélèvement beaucoup plus élevés que par le passé. Alors, je ne sais pas si ça éclaire le phénomène des gilets jaunes, Guillaume, mais c'est vrai que je pense qu'on est dans des situations où on peut avoir l'impression, quand on s'élève dans la distribution de revenus, ou qu'on en travaille davantage, mais qu'on est en bas de la distribution, de ne pas récolter complètement les fruits de son travail. Alors là, il y a un graphique, mais je ne vais pas le commenter, mais qui montre la diversité de ces taux marginaux, parce que ce que je vais montrer, c'est un taux marginal moyen, mais ce que vous voyez aussi, c'est que c'est très différent selon les configurations familiales, selon qu'on est locataire ou pas, etc. Et la courbe la plus haute, c'est celle qui montre les taux marginaux pour la frontière du dernier quartile, je crois. Donc ça veut dire qu'il y a 25% des gens qui peuvent être confrontés à des taux marginaux nets de prélèvement qui sont de l'ordre de 70%, quelque chose comme ça. Donc c'est assez important. Pour être totalement exact, je dois signaler que ces courbes datent de 2014. Il faudra, on va le faire, qu'on les mette à jour, sachant que c'est une matière très très évolutive. Elle évolue avec les dernières dispositions qui ont été prises sur la prime pour l'activité post-gilet jaune. Elle évolue aussi dans un sens, à mon avis, de réduire les taux marginaux avec la réforme qui va être mise en œuvre l'année prochaine sur l'impôt sur le revenu, puisque l'entrée dans le barème de l'impôt sur le revenu était très très pentue et contribuait, quand vous rentrez dans le barème de l'impôt sur le revenu, vous faites face à des taux marginaux très importants et la réforme en cours va réduire ces taux marginaux. Donc voilà, je voulais signaler ça parce que, alors, comme on est des grands linguistes à l'INSEE, on a dit, donc, vous voyez que ça se voyait sur le graphique précédent, qu'on passe de la courbe en U à une courbe en tilde, ce petit signe qu'on a sur les N espagnols. Quelques observations, si j'ai encore 2 minutes, pour peut-être, si je suis à plus de 2 minutes, oui, c'est ça, oui. Non, mais j'ai encore quelques secondes alors. Quelques observations pour d'autres sujets qu'on n'a pas évoqués, mais sur la fiscalité des entreprises, je ne sais pas si on en parlera, mais si on parle justice et si on parle, je pense qu'il y a clairement, il faut signaler que dans les conditions actuelles, qui sont en train de s'améliorer, j'en dirai un mot, mais dans les conditions actuelles, il y a une très nette différence de justice entre les entreprises qui peuvent jouer de l'optimisation fiscale entre les pays, les multinationales, et celles qui ne peuvent pas. Et tout ce qui est là encore, c'est vous rendre hommage à l'OCDE avec l'initiative BEPS, tout ce qui permet de moraliser un peu tout ça, d'avoir un level playing field, de réduire les capacités d'optimisation fiscale entre les pays, évidemment, est le bienvenu de ce point de vue-là. Et puis, pour revenir sur les ménages et parler du haut de la distribution des revenus, on a souvent ce sujet où je trouve que la réflexion est un peu schématique.
de la fiscalité des revenus de l'épargne et du capital, où on aurait l'impression que la taxation au barème, c'est quelque chose qui est juste, et la taxation forfaitaire, comme elle a été instaurée, c'est quelque chose qui serait injuste. Je pense que ça mérite, d'un point de vue d'analyse économique, beaucoup plus de débat. Et je pense, moi, que la principale injustice, elle vient de la faiblesse de la taxation des successions. Mais je dois tout de suite dire, et il y a eu des travaux, par exemple, de Stéphanie Stancheva aux États-Unis, et tous les élus en France le savent, et moi j'ai été confronté à ça souvent dans ma vie professionnelle antérieure, que la taxation des successions, pour juste qu'elle soit d'un point de vue objectif, est l'impôt le plus honni des citoyens, qui ont l'impression d'ailleurs qu'ils vont y être soumis, quand bien même les plafonds peuvent être plus élevés que ceux auxquels ils croient. Il y a un vrai sujet de ressenti sur la taxation des successions, si on doit parler de la justice du système fiscal, et je voulais terminer là-dessus. Merci. Donc, justice ou pas, ça ne fait pas tellement partie du vocabulaire des statisticiens, mais si on regarde un peu dans le détail en France, donc il y a une évolution très importante sur les dernières périodes liée notamment au système de workfare mis en place, des taux marginaux d'imposition aux différents niveaux de revenus, et beaucoup d'autres questions se posent aussi. Alors, Xavier Timbaud, vous n'êtes pas un statisticien officiel, je dirais, mais vous avez un point de vue en tant que directeur de l'OFCE, donc un organisme d'études. Vous avez travaillé depuis très longtemps sur ces questions de fiscalité, d'impact sur les inégalités, mais aussi d'impact sur l'activité économique. Comment voyez-vous cette question ? Merci Guillaume, merci aux organisateurs des GECO d'avoir organisé cette séance qui promet d'être assez intéressante. Alors, je m'inscris vraiment dans ce qui vient d'être dit par les deux précédents intervenants. Je voudrais signaler, et d'ailleurs l'INSEE n'y est pas pour rien, et le travail qui est accompli à l'OCDE est aussi considérable, que sur ces questions à la fois de fiscalité, de systèmes sociaux, donc la partie prestations, sur la question des revenus, il y a des progrès considérables qui ont été faits en matière à la fois de collecte de données et de leur mise à disposition. Un travail considérable de transparence. Il n'y a pas que Thomas Piketty qui parle des inégalités, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour accroître la transparence là-dessus. Et puis, et c'est d'ailleurs des travaux à partir de ces outils-là que je vais vous présenter, Jean-Luc les a évoqués très brièvement, mais il y a aussi des outils dits de micro-simulation, qui sont des outils essentiels pour analyser la fiscalité. Alors, c'est à la fois très technique, mais c'est aussi extrêmement important. Ces outils de micro-simulation, ils permettent de regarder très finement ce qui se passe quand on fait une réforme fiscale, ce qui se passe quand le système fiscal ou social est modifié, et de regarder son impact très finement, à la fois par petits morceaux de la distribution de revenus, des déciles, des quintiles ou des centiles, mais il permet aussi de regarder différents cas, les mères isolées par rapport aux locataires, par rapport aux handicapés, et donc d'avoir une vision des inégalités et des outils qu'on a pour essayer d'y répondre ou parfois de les amplifier, qui est tout à fait considérable, qui s'est considérablement amélioré et qui permet de faire des choses qui aujourd'hui mettent en lumière ce pour le quoi on pouvait avoir des intuitions. Et ça, c'est extrêmement important parce que je pense que ce genre de table ronde serait beaucoup moins intéressante si on n'avait pas ces informations-là qui sont sur la table, qui sont utilisées par des tas de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes intentions dans les démonstrations qu'elles veulent faire, mais qui au moins partagent des éléments de langage communs. Alors, moi je vais vous raconter une histoire un tout petit peu complémentaire de celle que vous a présentée Orsetta ou celle que vous a présentée Jean-Luc, et de vous raconter, alors bon, on va quand même aussi essayer de comprendre un petit peu, est-ce qu'il y a une crise des Gilets jaunes, est-ce qu'il s'est passé quelque chose. L'analyse qu'on avait faite en travaillant avec l'INSEE dans France Portrait Social à l'OFCE en utilisant le modèle de microsimulation de l'INSEE. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est regarder ce qui s'est passé entre 2008 et 2016, à la fois en termes de revenus et en termes de conséquences du système fiscal. Donc, il est progressif, ce qui veut dire que si vos revenus augmentent, vos impôts augmentent, mais ce qui veut dire aussi que si vos revenus diminuent, vos impôts diminuent. Et puis aussi, conséquence du système social,
parce que si vous êtes au chômage, vous avez droit à des allocations chômage. Si vous devenez pauvre, vous pouvez avoir droit au RSA. Donc le système réagit au changement dans la distribution des revenus et au niveau de vie des gens. Et puis aussi, entre 2008 et 2016, il y a énormément de mesures fiscales qui ont été prises, principalement en réponse à la crise. Pourquoi ? Parce que pendant la crise, des déficits sont apparus. Ça, c'est la contrepartie de la réaction du système fiscal au changement de revenus. Si vous payez moins d'impôts, ça veut dire qu'il y a aussi moins de recettes fiscales. Et du coup, il y a eu une réponse, en quelque sorte, à cette moindre recette fiscale par des modifications de la législation fiscale et sociale, augmenter les impôts, augmenter certaines prestations, en réduire certaines ou ne pas les indexer, par exemple, pour viser des objectifs à la fois de stabilité des finances publiques, éviter le dérapage budgétaire trop important, et aussi nécessairement des conceptions de justice. Alors Jean-Luc s'est un peu défaussé en disant « moi je suis un statisticien, je ne parle pas de justice ». Mais ce n'est pas tout à fait vrai de la part de Jean-Luc. Il n'a pas été que statisticien, il n'est pas que statisticien, et il parle beaucoup de justice, parce qu'il a beaucoup participé à l'élaboration des politiques, en particulier pendant cette période. Et donc la préoccupation de justice, elle est importante. Alors, le premier point, c'est ce qui est sur ce graphique. Ce qui a provoqué la crise, c'est faire passer le revenu des ménages net des prix, net de l'inflation, donc c'est le revenu réel, par unité de consommation, donc c'est en tenant compte de la structure démographique. Là où avant il avait une croissance régulière, et si on prend des périodes de 10 ans, il faut remonter aux années 70 pour ne pas avoir, sur des périodes de 10 ans en moyenne, une augmentation du revenu des ménages, à une chose très particulière qui s'est passée pendant la crise, qui est que en France, le revenu des ménages par unité de consommation, en termes réels, il a stagné entre 2008 et 2016. Alors si on allait jusqu'en 2019 ou jusqu'en 2020, la dynamique serait un tout petit peu moins négative sur la fin, mais globalement le message reste là. On a une stagnation du revenu des ménages sur la période de la crise. Alors on pourrait se dire, voilà, il y a une stagnation du revenu, mais en fait cette stagnation du revenu, elle est surtout vraie pour les plus pauvres, et elle est beaucoup moins vraie pour les plus riches, et donc il y a eu un sentiment d'inégalité qui s'est installé. Alors c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, quand on regarde à une maille pas trop fine les inégalités, c'est-à-dire quand on exclut les très riches, on s'aperçoit, c'est ce qu'il y a aussi sur ce graphique, que en fait cette trajectoire, elle est à peu près partagée par tous les déciles de revenus. C'est ce qu'a montré Orsetta d'ailleurs dans son graphique. Alors c'était pas sur la même période, donc il faut faire attention, parce que c'était depuis le milieu des années 90, là on est depuis la fin des années 2010, donc il y a quand même presque 20 ans de différence sur le point de départ, donc ça change quand même potentiellement beaucoup les choses, mais on retrouve à peu près ce message, et c'est un message qui est assez vrai pour la France, c'est qu'il n'y a pas eu en France explosion des inégalités, en tout cas à une maille pas trop fine. Alors, si on regardait sur les plus riches, on aurait peut-être une chose un peu différente, mais à une maille pas trop fine, il n'y a pas d'augmentation des inégalités. Donc ça c'est le premier élément, c'est de dire, en fait, la crise des Gilets jaunes, c'est pas nécessairement un problème de perception d'inégalité croissante, c'est avant tout un problème probablement de stagnation des revenus, et dans ce contexte de stagnation des revenus, une sensibilité très forte aux inégalités de revenus. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire les inégalités comptent pas, mais ça veut dire quand vous ne voyez pas votre revenu, quand vous êtes dans le premier quintile de la distribution des revenus parmi les 20% les plus pauvres, vous voyez votre revenu qui n'augmente pas, et vous vous dites à ce moment-là, même si le revenu des plus riches n'augmente pas non plus, que les inégalités, c'est vraiment très injuste. Il n'y a pas la promesse que vous participez à la prospérité, et puis vous n'avez pas forcément tout à fait conscience de ce qui se passe dans le reste de la distribution des revenus, et donc vous en tirez un sentiment d'injustice. Alors, ça, c'est un tableau qui vous montre à peu près la même chose en chiffres. Voilà, c'est des chiffres qui ne sont pas négligeables, c'est en moyenne sur cette période, ça correspond à 440 €. Pardon, il y a quelqu'un qui le photographie, je vais le remettre. Je pense que vous pourrez avoir accès au France Portrait Social, oui, France Portrait Social, pardon, INSEE.fr, comme plein de choses d'ailleurs. Édition 2018, le tableau est d'ailleurs tiré exactement du France Portrait Social, donc Jean-Luc a raison. Voilà, une somme qui n'est pas négligeable, 440 € par ménage et par unité de consommation. Une unité de consommation, juste pour lever toute ambiguïté, une famille de 2 adultes avec 2 enfants, c'est en gros 2 unités de consommation. Donc une perte de 440 € par an pour un ménage
par unité de consommation. Ça veut dire pour cette famille avec 2 adultes et 2 enfants, presque 900 € de perte de revenus. Alors, ce à quoi on s'est intéressé, c'est comment on peut décomposer cette évolution du revenu entre, d'une part, l'impact de la crise. La crise, elle produit du chômage, elle produit moins d'augmentation de revenus. Et puis, d'autre part, le fonctionnement spontané du système fiscal et social, la progressivité de l'impôt, les prestations sociales que vous recevez quand vous changez de statut sur le marché du travail, c'est-à-dire, pour parler par euphémisme, quand vous vous retrouvez au chômage, et puis les mesures nouvelles qui ont été prises. En gros, ce à quoi on arrive, c'est un résultat assez intéressant, c'est au final l'évolution du revenu des ménages, et c'est vrai presque pour tous les déciles, enfin c'est vrai en moyenne, pardon, c'est 1/3 la crise, 1/3 le fonctionnement spontané du système fiscalo-social, 1/3 les mesures nouvelles qui ont été prises. Ça, c'est en moyenne. Et donc, dans la stagnation du revenu des ménages, il y a ces 3/3 qui contribuent. Alors, les 3/3 ne contribuent pas forcément positivement ou négativement de la même façon pour chacun des déciles. Pour les plus pauvres, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les plus pauvres, la crise a beaucoup joué, les mesures nouvelles ont peu joué, parce qu'on a peu augmenté les impôts des plus pauvres dans cette période-là, et les prestations sociales ont plutôt joué, même si c'est ambigu, c'est-à-dire qu'elles ont plutôt joué pour ceux qui transitaient de l'activité au chômage, et qu'elles ont joué plutôt négativement pour ceux qui étaient déjà dans l'inactivité, ceux qui étaient au minimum vieillesse, ceux qui bénéficiaient des allocations adultes handicapés, parce que les mesures de gel de pouvoir d'achat ont plutôt contribué négativement. À l'autre bout du spectre, pour les plus riches, la crise a peu joué. Donc ça, c'est un résultat aussi assez important. C'est dans la crise, les plus riches, les derniers déciles de la distribution des revenus, ont peu subi les conséquences de la crise. Par contre, ils ont été relativement fortement sollicités par les mesures nouvelles, la fiscalité qui a été mise en place. Jean-Luc a évoqué brièvement le passage des revenus du capital au barème. Donc c'est une mesure qui avait été décidée par François Hollande. C'est une mesure qui, effectivement, a augmenté assez fortement la fiscalité des plus riches. Alors, on peut la discuter sur le plan des incitations ou de la logique de la taxation du capital, mais dans la logique de justice, parce que c'est vraiment un argument de justice qui prévalait ici, il était de dire, après tout, les riches qui subissent moins les effets de la crise, c'est assez légitime qu'ils contribuent plus à la résorption des déficits et éventuellement aux efforts qui sont faits, soit spontanément, soit les nouveaux efforts qui sont faits pour les catégories les plus faibles. Ok, alors l'histoire a continué. Donc nous, on avait arrêté notre travail en 2016. On le continue chaque année depuis. Il faudra un jour qu'on refasse tout le jointage, parce que là, il ne s'agit pas de faire des comparaisons internationales, mais il s'agit de faire des comparaisons dans le temps. Et en fait, ce n'est pas si simple, donc il faut quand même avoir une méthode qui permette de mettre bout à bout chacune de ces mesures. Mais on continue ce travail ensuite. Voilà la courbe qu'on a depuis l'élection d'Emmanuel Macron. 2018-2019, il faudrait maintenant rajouter, donc on va rajouter bientôt 2020, sur l'impact du revenu des ménages. Alors, cette courbe, elle est construite après la crise des Gilets jaunes. Avant la crise des Gilets jaunes, la moyenne était parfois négative. Là, aujourd'hui, avec la crise des Gilets jaunes, la courbe s'est déplacée vers le haut. Donc, il y a des baisses de prélèvements obligatoires qui sont réalisées pour presque tout le monde. Il y a juste les 2 derniers vintiles de la distribution des revenus, enfin les 2 avant-derniers vintiles de la distribution des revenus qui sont un peu moins bien traités. Alors il y a aussi, vous voyez sur ces courbes, les impôts de 2018 et les impôts de 2019. Vous voyez qu'en 2018, c'est les prélèvements sur les retraites, la bascule CSG, cotisation sociale, qui a beaucoup touché les retraités les plus aisés du haut de la distribution, et donc ce qui explique cette forme. Mais les mesures qui ont été prises ensuite, la baisse de la taxe d'habitation, les changements et les ajustements dans un certain nombre de ces mesures fiscales ont conduit à neutraliser ces effets, au moins en moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de toute cette histoire ? Dans toute cette histoire, ce qui s'est passé, c'est que Alain Tranois va en parler, il va dire des choses assez intéressantes là-dessus, mais je vais lui apporter la contradiction avant qu'il ait commencé. C'est pas très honnête, mais je le fais quand même parce que ça rendra son intervention encore plus intéressante.
La justice fiscale, ça suppose de bien discuter tout le temps de qui paye, qui contribue, qui a droit, en fonction de quels objectifs, et d'avoir un système qui est bien compris, qui est bien transparent. Ce que la crise nous a montré, c'est que quand il y a un bouleversement des conditions économiques, d'abord le système fiscal et social, il a des conséquences en rapport avec ces bouleversements, parce qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place. Ensuite, on le modifie parce qu'il y a des contraintes qui sont des contraintes budgétaires, donc on va vouloir augmenter des impôts, augmenter certaines prestations sociales, ça va demander de pouvoir les financer, donc on va changer la structure du système fiscal et on fait ça dans l'urgence. Et l'urgence, ce n'est pas toujours propice à une discussion. Et puis, dans une crise, chacun a une perception de la justice qui n'est pas liée simplement au système social, mais qui est aussi liée à ce qui se passe. Quand la crise se produit, que le chômage augmente, le chômage, il touche plus les peu qualifiés que les très qualifiés. Les baisses de salaire, elles vont concerner plus les moins qualifiés que les très qualifiés. Et ça alimente un sentiment d'injustice. Et quand on interagit ce sentiment d'injustice face à la crise, les réponses du système fiscal, et ensuite le fait qu'une fois que la crise est terminée, par exemple, on se dit les prélèvements qu'on avait faits sur le capital, ils étaient vraiment peut-être nécessaires, mais ils apparaissent maintenant exagérés et on ne peut pas les maintenir, donc on va être obligé de revenir dessus. On construit en l'espace de 10 ans une histoire dans laquelle tout le monde perd de vue exactement quelle est la conception de la justice qu'on poursuit. Et chacun a sa propre définition de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Et évidemment, ça risque d'alimenter beaucoup de conflits. Alors, certains sont des malentendus, d'autres sont que notre société a été soumise à une série de circonstances assez exceptionnelles qui l'ont plutôt secouée, et que c'est dans ces moments-là où les choses sont secouées que nos conceptions de la justice sont vraiment mises à l'épreuve, et qu'on peut s'apercevoir que là où on avait des compromis, ou des compromis un peu mous parce que tout se passait bien pour à peu près tout le monde, brusquement, quand il y a certaines catégories qui estiment qu'elles sont très maltraitées, la justice de l'ensemble est totalement remise en cause. Donc il ne faut pas perdre de vue que l'arrière-fond de tout ça, c'est une profonde stagnation des revenus des ménages des Français depuis 2008, et ça concerne tout le monde en France. Et donc les mesures qui ont été prises après la crise des Gilets jaunes ont eu pour effet de faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a un peu quelque chose pour tout le monde. J'ajoute qu'elles ont fait en sorte aussi que les déficits publics sont plus importants qu'avant et qu'on ne respecte pas le pacte de stabilité, mais ça c'est une autre question. Et derrière tout ça se pose beaucoup la question de la justice fiscale et de la conception de la justice qui a été secouée fortement dans la crise. Alors Alain Tranois, vous dirigez l'Aix-Marseille School of Economics et vous êtes membre du Conseil d'analyse économique. À ce titre, d'ailleurs, vous venez de produire un rapport sur une partie du problème de la fiscalité qui concerne les impôts de production. Mais plus largement, comment voyez-vous ce débat sur la justice du système fiscal français? Bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, en fait, je vais essayer de mettre les pieds dans le plat et se demander, après les exposés qu'ils ont tous décrits avec une grande fidélité, une grande précision, quel est l'état du système redistributif français. Et on voit que la redistribution est quand même, au final, quand même importante. J'ai envie de dire, finalement, la question, c'est jusqu'où? Jusqu'où doit-on aller? C'est stop ou encore? Est-on allé trop loin? Est-on allé pas assez loin du point de vue de la justice? Alors, pour dire d'abord que quelques observations liminaires. La première, c'est que vis-à-vis de savoir si on peut taxer encore plus les gens qui sont en haut de l'échelle de la distribution des revenus, il y a une réflexion évidente, c'est qu'on a un système fiscal très compliqué, et donc il y a des taxes qui sont particulièrement visibles, c'est le mot salient en anglais, comme par exemple l'ISF. Il y a d'autres taxes qui sont plus invisibles. En général,
un certain nombre de taxes indirectes sont un peu moins considérées comme un peu moins visibles. Et une remarque, je dirais, qui provient d'économie comportementale, c'est que lorsqu'une taxe n'est pas visible, eh bien, elle n'a pas d'effet important sur le comportement des agents, ou en tout cas un effet plus faible. Et donc, que dans le dilemme efficacité-équité, qui a été évoqué précédemment et qui constitue le cœur de la réflexion des économistes, eh bien, je dirais, si une taxe est peu visible, il n'y a pas, disons, de grands dommages à essayer de l'augmenter tant qu'elle reste invisible. Elle n'a pas d'effet distorsif trop important, et donc, du coup, on a les coudées plus franches pour, je dirais, vouloir plus redistribuer. S'agissant de l'ISF, on a eu justement exactement le contraire. C'est une taxe qui a été extrêmement visible, non seulement pour toute la société française, mais apparemment également pour les gens qui l'ont payée. Donc, de ce point de vue-là, on a, je dirais, sans doute un conflit efficacité-équité relativement aigu. Ensuite, une deuxième remarque qui est qu'on a un système français très complexe. Et cette complexité, elle provient en partie de deux choses. La première, c'est qu'on doit taxer beaucoup. On a vu qu'on a un taux de prélèvement obligatoire de l'ordre de 45%. Et quand on prélève beaucoup, eh bien, c'est efficace d'essayer d'utiliser plusieurs types d'instruments fiscaux, justement en raison d'une règle d'efficacité qui a été énoncée il y a très longtemps, au XIXe siècle, par un économiste français, Jules Dupuy, qui a montré que, je dirais, l'inefficacité de la taxe, pour faire court, ce qu'il a appelé la charge mort de la taxe, eh bien, elle croît comme le carré de la taxe. Donc, ce n'est pas linéaire. Plus le taux de taxe est élevé, et plus vous pouvez penser que l'inefficacité liée à la taxe est grande. Et donc, il vaut mieux, à ce moment-là, avoir beaucoup de petites taxes plutôt qu'une grosse taxe. Donc, c'est ce que fait Bercy. On a un système français complexe, mais aussi avec énormément de taxes. La deuxième source de complexité, c'est qu'on a 3 étages dans l'organisation de notre service public. On a l'État, la sécurité sociale, les collectivités locales. Il y a la loi de finances, mais il y a aussi la loi du financement de la sécurité sociale qui est votée par le Parlement. Et au cours du temps, eh bien, il y a une immigration de plus en plus grande du budget de la sécurité sociale et du budget des collectivités locales, enfin du financement des collectivités locales, avec le budget de l'État. Vous avez des subventions croisées de plus en plus importantes du budget de l'État vers le budget de la sécurité sociale et vers le budget des collectivités locales, si bien que même pour le spécialiste, ça devient relativement complexe à suivre. Donc ça, c'est 2 sources de complexité, et la complexité engendre, je dirais, une certaine non-transparence, parce que c'est difficile de tout maîtriser, et quand quelque chose devient peu transparent, on peut toujours avoir l'impression qu'on paye beaucoup plus que ce qu'on devrait payer. Donc c'est une source de méfiance. D'autres petites remarques également, qui sont que si le niveau de prélèvement obligatoire est élevé en France et si le niveau de redistribution est élevé, c'est comme il a été indiqué précédemment, c'est qu'on a un niveau d'inégalité des revenus primaires, donc avant impôts et transferts, qui est relativement élevé et un peu plus élevé que dans la moyenne de l'OCDE. Et quelle est la source? On a cité le chômage, mais d'une manière plus générale, on a, semble-t-il, une inégalité des chances en France qui est relativement forte. En tout cas, on fait moins bien que beaucoup d'autres pays en termes d'inégalité des chances, d'accès à l'éducation, au marché du travail, etc. Et donc, de ce côté-là, moins on performe, je dirais, en termes d'égalité des chances, et plus on a une inégalité des revenus primaires qui est élevée, et donc plus on doit corriger ensuite par un effort redistributif important. Donc, du point de vue, je dirais, de l'économiste, mais sans doute que ça peut rencontrer
beaucoup d'éthiques qui peuvent être partagées beaucoup plus largement. Il faudrait mieux peut-être essayer de prévenir que de guérir. Il faudrait mieux peut-être essayer de corriger ces inégalités de chance en amont pour, je dirais, moins avoir besoin de corriger les inégalités de revenus disponibles, les inégalités de revenus primaires en aval. Une autre dernière petite question qui peut être posée, c'est-à-dire savoir s'il y a un bon niveau d'inégalité des revenus disponibles. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait quelque part, est-ce que la théorie économique aurait sorti qu'il y aurait un Gini des revenus disponibles de 0,30, de 0,25 qui, je dirais, serait optimal, par exemple du point de vue de la croissance économique, par exemple du point de vue du niveau de vie. Bon, il y a eu beaucoup de recherches, je dirais, de type macroéconomique, et pour l'instant, les résultats, et je parle sous le contrôle de tous les autres participants, il n'y a pas eu, disons, de travaux très concluants qui permettraient de dégager une relation causale entre le niveau d'inégalité et, disons, le niveau de vie ou le taux de croissance, même si, évidemment, il est facile de constater qu'il y a des pays qui sont moins inégalitaires que la France, par exemple la Suède, et qui ont plutôt une performance économique, soit en termes de niveau de vie, soit en termes de croissance dans les 20 dernières années, qui est plus élevée. Donc on pourrait se dire, eh bien, pourquoi ne pas faire comme eux, sauf que peut-être que les réponses comportementales en France ne sont pas forcément les réponses comportementales en Suède. Il se pourrait que, par exemple, en termes de mobilité du capital, il puisse y avoir, je dirais, des réflexes citoyens qui soient différents d'un pays à un autre. Donc, ce n'est pas forcément transposable immédiatement. Alors, après ces petites remarques préliminaires, je voudrais dire que dans le débat équité-efficacité, l'économiste simplement essaie de paramétriser ce qu'il appelle l'aversion à l'inégalité. Et ce paramètre d'aversion à l'inégalité, il est considéré simplement comme un paramètre dans les différents modèles, et ce paramètre, pour l'économiste, il provient du décideur politique qui est dans un régime parlementaire, dans un régime démocratique, qui vient, je dirais, de l'équilibre des forces politiques telles qu'elles sont représentées dans un Parlement. Donc il n'y a pas, je dirais, une bonne aversion à l'inégalité. Il y a des degrés d'aversion à l'inégalité différents, suivant les sensibilités de chacun, suivant les opinions politiques de chacun. Et il y a, je dirais, un équilibre qui est trouvé au niveau du Parlement. Et donc ça amène, on revient donc à une idée extrêmement, je dirais, relativement ancienne, du point de vue des idées politiques, qui est née au XVIIIe siècle, qui est le fait que la justice de l'impôt est une justice procédurale. C'est la procédure qui mène à la décision de la répartition de la charge fiscale qui permet de rendre juste le système fiscal aux yeux des citoyens. C'est la fameuse phrase de Jefferson qui dit qu'il ne peut pas y avoir d'imposition, de taxation sans représentation. C'est également la fameuse phrase « un homme, une voix », ce qui mène assez naturellement à l'idée que c'est un Parlement élu évidemment démocratiquement, mais plutôt sur une base proportionnelle, de façon à représenter cet idéal d'un homme et une voix. Alors, est-ce que le système français, à cet égard, est un système très satisfaisant? Je dirais qu'il y a deux écueils. D'une part, le fait que le budget et donc la loi de finances est l'apanage de l'exécutif en France. Le rôle du Parlement dans la préparation de la loi de finances est pratiquement nul. Et donc le Parlement découvre la loi de finances à la fin du mois de septembre. Donc c'est très différent dans certains pays. Le deuxième écueil, c'est que le système majoritaire à deux tours permet de dégager une majorité parlementaire qui est souvent en déphasage par rapport à la majorité politique dans le pays. Ça, c'est un point.
Et un deuxième point, c'est que du point de vue de la représentation sociologique, on sait que 80% des députés sont originaires, ce sont des cadres, soit de la fonction publique, soit du privé, alors qu'ils représentent que 20% de la population active. Donc, grosso modo, les employés et les ouvriers, qui représentent 50% de la population active, sont très peu représentés au Parlement. Donc, du point de vue de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui énonce que le principe des facultés contributives doit être le principe qui doit être mis en œuvre pour avoir un impôt juste, eh bien, force est de constater, c'est comme si notre Parlement avait été élu avec un régime censitaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut... je voudrais juste en conclusion évoquer un certain nombre de pistes, en disant que si la taxe carbone avait été, je dirais, passée au tamis d'une convention citoyenne avant d'être débattue au Parlement, probablement qu'elle n'aurait pas été votée en l'état. Il y aurait eu la question de la compensation, il y aurait eu évidemment la question de savoir comment est-ce qu'on taxait, comment est-ce qu'on régulait les émissions provenant d'autres moyens de transport comme l'avion. Donc parmi les solutions, alors évidemment on peut je dirais, penser à une révolution constitutionnelle globale. Je ne vais pas m'orienter dans cette piste, mais il y a effectivement une dose de proportionnel qui est proposée dans la proposition de révision constitutionnelle et de porter à 20% le nombre des députés qui sont élus à la proportionnelle. On pourrait penser à d'autres solutions, comme une convention citoyenne qui serait tirée au sort et qui donnerait son avis sur le projet de la loi de finances, spécifiquement, ou au moment de la loi de finances, qu'il y aurait un certain nombre de citoyens qui participeraient à la délibération et au vote, et qui viendraient, je dirais, essayer de résoudre ce problème de déséquilibre de notre représentation au Parlement pour rendre l'impôt plus juste en termes de procédure. Donc voilà un petit peu quelques pistes qui peuvent être envisagées pour, je dirais, rendre l'impôt plus juste en termes de vision procédurale de l'impôt. Merci. Donc nous avons un système fiscal qui est complexe avec beaucoup d'étages, beaucoup de taxes. Il y a des bonnes raisons pour ça, mais ça le rend en particulier peu transparent et l'absence de transparence est en soi problématique dans ces questions. Nous avons aussi des niveaux d'inégalité des revenus primaires qui sont très élevés, alors on réussit à les compenser, mais on pourrait se demander s'il ne vaudrait mieux pas essayer d'avoir des niveaux d'inégalité de revenus primaires plus faibles. Et sur toutes ces questions, ce qui est central, c'est plutôt la question procédurale, et sur ce plan-là, la manière dont nous fixons les impôts, dont nous fixons le budget, et pas optimale. On va poursuivre, je pense, dans ce type de réflexion et terminer pour ce premier tour avec Alexis Spire. Donc, vous n'êtes pas vous-même économiste, vous avez travaillé justement sur les résistances à l'impôt. Donc, vous avez publié en particulier un bouquin qui s'appelle « Résistance à l'impôt, attachement à l'État » aux éditions du Seuil, qui était antérieur aux Gilets jaunes. Comment est-ce que vous voyez tous ces débats ? Oui, merci de m'avoir invité, même si effectivement je suis sociologue et pas économiste, et je vais essayer de présenter un peu les résultats de cette enquête et puis qui a eu lieu. Alors je le précise, c'est une enquête qui était qualitative et quantitative, qui a consisté à passer un questionnaire à un échantillon représentatif sur le recensement de la population française de 2900 personnes. Et qui a été passé donc en janvier 2017. Évidemment, la date est importante. Et c'est les résultats et puis d'autres analyses que je vais présenter ici. Sur ce que je vais aborder ici, c'est beaucoup plus la question des représentations du système fiscal et des représentations de la justice fiscale, étant entendu qu'en général, on pose la question, notamment pour documenter le ras-le-bol fiscal, on pose la question aux gens, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'impôts, trop de taxes en France, et sans faire plus de distinction. Et donc là, on tombe à des taux, évidemment, c'est 84% en 2013, 88% en 2017, de gens qui sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec l'idée qu'on paye trop de taxes et trop d'impôts en France. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de rentrer un peu plus dans le
de rentrer un peu plus dans le détail et notamment de regarder cette question de la justice fiscale, mais de la regarder impôt par impôt, étant entendu que c'est très difficile de demander aux gens, d'un point de vue global, est-ce que le système fiscal est juste. Alors quand on la pose impôt par impôt, c'est un tableau qui est reproduit, là, pour le coup, dans un article que j'ai publié récemment dans la revue de l'OFCE. On se rend compte de plusieurs choses. D'abord, ce sont les impôts progressifs qui sont considérés comme les plus justes. Ça, c'est très important. Et tout en haut, hein, on a 70% des personnes interrogées, donc sur cet échantillon de 2900 personnes, qui considèrent que l'impôt sur le revenu est le plus juste. Juste en dessous, on a l'impôt sur la fortune. Hein, on est en janvier 2017, donc il existe encore, et on a demandé aux gens de se positionner sur celui-là. Et puis ensuite, je vais pas détailler, mais on voit que on a la fiscalité locale et la TVA, la CSG, et puis tout en bas, les droits de succession, pour documenter un peu une remarque qui avait été faite tout à l'heure par M. Tavernier, et qui amène à poser une première question, c'est que le fait que l'impôt soit progressif ne suffit pas à ce qu'il soit considéré comme juste, puisque les droits de succession, c'est un impôt progressif, et qu'on voit qu'il est tout en bas, puisqu'il n'y a que seulement 12% des personnes interrogées. Je reviendrai sur ce paradoxe, qui considère que cet impôt est juste. Je voudrais juste dire un mot sur le 19%, parce que c'est la dernière colonne, la NSP ne se prononce pas, c'est une colonne qui est souvent un peu négligé par les sondeurs. Or, en fait, nous autres sociologues, on s'y intéresse beaucoup, c'est-à-dire les gens qui ne se prononcent pas. Et ça, c'est très frappant. Ça révèle, en fait, ces 19% de gens qui ne se prononcent pas par rapport à la CSG, le fait que c'est un prélèvement qui est extrêmement méconnu, en fait. Et ça apparaît aussi dans les entretiens qualitatifs que j'ai pu faire. Et alors qu'il touche tous les revenus, comme on sait, hein, et qu'il rapporte beaucoup plus dans les recettes fiscales que l'impôt sur le revenu. J'avais fait, pour cet ouvrage, j'avais fait une petite enquête dans les archives de l'Inatec, où on voyait que l'impôt sur le revenu, c'est celui qui est le plus souvent abordé dans les journaux télévisés. La CSG l'est beaucoup moins, et si on rapporte cette visibilité médiatique à l'importance économique de chacun des prélèvements, on voit qu'il y a de gros décalages. Et évidemment, c'est très important aussi ensuite sur les revendications qui sont amenées, et sans doute le fait que la CSG ne soit pas du tout apparue dans les revendications des Gilets jaunes, c'est à mon avis en partie lié à cet effet de méconnaissance. Et vous n'aviez pas non plus posé la question des cotisations sociales, apparemment. Alors, j'avance un peu avec un tableau très... comment dire un peu touffu, mais là aussi qui est reproduit dans la revue de l'OFCE, mais qui va me permettre juste de balayer un peu les caractéristiques sociales du sentiment d'injustice. Donc en fait, c'est des régressions logistiques qu'on a fait sur chacun des impôts que j'ai présentés tout à l'heure, et pour essayer de voir quelles sont les variables, les caractéristiques sociodémographiques qui ressortent quand on pose la question, est-ce que vous trouvez que l'impôt sur le revenu... donc là, c'est sur le fait de trouver que l'impôt est injuste, et j'ai mis en gras les caractéristiques qui ressortent. La première remarque qu'on peut faire, c'est que les femmes, si on prend comme situation de référence les hommes, donc c'est une régression logistique, pour pas mal pour l'impôt sur le revenu, pour la CSG et pour la TVA, de façon assez significative, sont plus nombreuses à trouver l'impôt injuste. Alors, ça, juste on peut essayer de trouver des hypothèses, mais ça mérite qu'on s'y arrête. Hein. C'est lié en partie à la division domestique du travail et au fait que, notamment dans les classes populaires et dans une partie des classes moyennes, la déclaration d'impôt, y compris chez les ménages non imposables, elle est dévolue aux femmes, et elles peuvent avoir par ce biais une sensibilité plus forte à l'injustice fiscale. Ça, c'est pour l'impôt sur le revenu. On pourrait dire aussi sur la répartition domestique des tâches pour la TVA, mais en tout cas pour l'impôt sur le revenu, un autre résultat de cette enquête, c'est que plus on grimpe dans la hiérarchie des revenus et des patrimoines, et plus la déclaration d'impôt devient une prérogative masculine. Alors, un autre effet fort, en fait, c'est l'effet diplôme, où on voit que quand on répartit les diplômes en 3 catégories, en dessous du bac, on prend le niveau bac comme situation de référence, et au-dessus du bac, ce sont les plus diplômés qui ont une bien moindre probabilité de trouver l'impôt injuste, alors qu'à l'inverse, les faiblement diplômés sont plus nombreux à trouver l'impôt injuste. Et là, ça introduit une question qu'on a essayé de traiter dans cette enquête, qui est ce qu'on pourrait appeler un effet de connaissance, en fait, qui joue dans les deux sens, qui joue à la fois dans l'effet de connaissance du système fiscal, j'y reviendrai pour les droits de succession, mais qui joue aussi sur l'effet de connaissance des systèmes redistributifs et l'effet de connaissance de la répartition des biens et des services publics.
Une chose à noter, c'est en fait la faible part du revenu dans ces questions-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comportement rationnel par rapport à l'impôt, dans le sens où, notamment, ce qui est un résultat fort qui ressortait, c'est que l'impôt sur le revenu, il est considéré plus souvent comme injuste par des ménages, par des personnes qui appartiennent à des ménages non imposables, que par des ménages aux revenus assez élevés. Donc là, ce qui apparaît ici, c'est le revenu des ménages, et ce qui interroge, c'est le fait que les personnes qui appartiennent aux ménages aux revenus les plus élevés sont aussi les moins nombreuses à trouver l'impôt sur le revenu injuste. Et alors, pour essayer de comprendre cette espèce de paradoxe, en fait, où on voit que ce sont les plus diplômés, ceux qui appartiennent aux ménages aux plus hauts revenus. Alors, c'est pas les très très hauts revenus, encore une fois. Quand je dis les plus hauts revenus, c'est les 30% plus hauts revenus, mais qui trouvent qu'ils sont moins nombreux à trouver l'impôt injuste. Pour comprendre ce paradoxe, en fait, il faut se référer à la structure du système fiscal et au fait que beaucoup de personnes de ces ménages, en fait, bénéficient de niches fiscales à l'impôt sur le revenu, de niches fiscales aussi en matière d'ISF, et que, là, j'ai pas le temps de m'étendre, mais ça apparaît dans les entretiens et dans certaines exploitations statistiques, en fait. Il y a une espèce d'arrangement, de contractualisation qui se passe quand on bénéficie d'exonération d'impôts, quand on bénéficie de réduction d'impôts, qui portent à considérer, finalement, à s'accommoder beaucoup plus facilement, surtout quand on les accumule, puisque concernant l'impôt sur le revenu, on peut accumuler des dons aux associations, de l'emploi à domicile, des investissements locatifs, des investissements outre-mer. Évidemment, je ne vais pas passer en revue les 450 niches fiscales, mais cet effet cumulatif peut beaucoup contribuer au fait qu'on s'accommode finalement beaucoup mieux en haut de la distribution des revenus de ce système fiscal. Et puis, à l'inverse, pour les faibles revenus, en fait, comme justement on n'est pas concerné par l'ISF et on n'est souvent pas concerné par l'impôt sur le revenu, en fait, les prélèvements qui pèsent, ce sont la CSG, ce sont la TVA, ce sont la taxe de carbone, et tous ces prélèvements-là, ils ne sont soumis à aucune espèce de dérogation ou de négociation, et ce sont des prélèvements qu'on paye de façon directe et sans aucun échappatoire possible. Voilà, et le dernier aspect qui n'a pas été beaucoup abordé, mais dont il faudrait dire un mot, c'est la situation géographique. Là, ce qui apparaît, c'est que c'est en zone rurale et dans les petites villes qu'on a la plus forte probabilité de trouver notamment l'impôt sur le revenu injuste et la CSG injuste. Et ce sentiment d'injustice, disons, dans les zones rurales et dans les petites villes, par opposition aux très grandes villes et par opposition à Paris, là, pour le coup, il faut aller le chercher une fois qu'on a contrôlé, disons, toutes les autres variables, et notamment l'orientation politique, le revenu, le diplôme, etc., précisément dans ce que permet de financer l'impôt et dans la distribution des services publics. Alors, distribution des services publics, pas forcément d'ailleurs, et ça c'est ce qui ressort de l'enquête qualitative, entre la province et Paris, mais beaucoup plus entre des zones dans des régions, des zones rurales et des petites villes qui se comparent à des grandes métropoles régionales qui donnent le sentiment de concentrer, disons, tous les services publics et de concentrer tous les biens publics. Voilà, je fais un dernier point, puisqu'il en a été question et que je me suis pas mal intéressé, j'essaye de m'intéresser à ça dans la période récente, et là c'est vraiment des recherches qui sont en cours, c'est ce paradoxe de l'impôt sur les successions, ce paradoxe des droits de succession. Si vous vous souvenez tout à l'heure dans le premier slide, en fait les droits de succession, c'est ceux qui effectivement sont font partie des prélèvements les plus honnis, puisqu'il y a seulement 12% des personnes interrogées qui les considèrent comme justes, et c'est un paradoxe. Pourquoi c'est un paradoxe? Parce que si on considère les droits de succession en ligne directe, en fait, il y a entre 20 et 25% des ménages qui les payent. Et donc, là aussi, ça va contre cette idée d'un contribuable rationnel ou d'un contribuable qui aimerait les impôts qu'il ne paye pas et détesterait les impôts qu'il paye. Là, j'espère vous avoir convaincu que les choses étaient plus compliquées et qu'il fallait introduire beaucoup d'autres éléments dans l'analyse. L'intérêt dans les droits de succession, d'ailleurs, c'est
c'est que ce n'est pas une caractéristique française, c'est une question qui a beaucoup intéressé les politistes américains, puisque notamment aux États-Unis, l'administration Bush a réussi à faire d'un slogan la suppression de la death tax, des droits de succession, et a réussi comme ça à baisser significativement en recueillant, disons, le soutien populaire de la population, de gens qui ne le payaient pas. Donc on peut se poser la même question pour la France, et là ce que j'ai essayé de faire, c'est de rapporter par catégorie socio-professionnelle, en niveau de patrimoine, les sentiments. Alors évidemment c'est un peu frustre l'opposition entre juste et injuste, mais en fait ces résultats, ils recoupent assez largement ceux de l'enquête qui avait été menée, qui est plus approfondie, de France Stratégie sur cette question des droits de succession, avec quand même un paradoxe assez important, hein, que quand on regarde ce que, par exemple, les professions libérales, hein, qui ont un patrimoine médian autour de 378 000 euros, on a seulement 66% des personnes interrogées qui trouvent cet impôt injuste, et si on les compare avec les employés, 77% qui trouvent cet impôt injuste. Alors voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ce paradoxe? Là aussi, ça sort des entretiens. Je voudrais dire 3 raisons pour expliquer, et je terminerai par là, ce paradoxe. En rappelant évidemment que beaucoup des ouvriers et des employés qui, disons, se dressent contre les droits de succession ne vont pas en payer, encore une fois, puisque en ligne directe, hein, il y a un abattement de 100 000 euros par enfant et par parent, donc il faut avoir un patrimoine quand même assez conséquent pour rentrer dans les droits de succession. Donc, à mon avis, 3 raisons qui permettent de réfléchir au paradoxe du rapport à l'impôt. D'abord, première raison, c'est un effet de connaissance. C'est sans doute en grande partie parce que pas mal des personnes interrogées ne connaissent pas le système d'abattement aux droits de succession et sont opposées par principe aux droits de succession sans forcément connaître les subtilités de ce qu'implique cet impôt. Il y a une deuxième raison qui est très importante, que j'ai mentionnée pour l'impôt sur le revenu, mais qui, à mon avis, joue de façon très forte aussi sur les droits de succession. C'est précisément toutes les possibilités de niches fiscales, d'avantages qui s'offrent au gros patrimoine. Je pense en particulier à tous les mécanismes de donation anticipée, hein, qui permettent là aussi de s'arranger avec l'impôt en donnant avant le décès. Et aussi, il faudrait parler de l'assurance vie, qui est en fait l'énorme niche fiscale qui permet pas mal de patrimoine conséquent, on va dire, de neutraliser une grande partie des droits de succession. Alors, et donc effectivement, tous ces effets d'anticipation, tous ces arrangements avec les droits de succession peuvent contribuer à les trouver finalement moins injustes que d'autres catégories de la population. Et puis la dernière chose, la dernière raison, et ce sera la dernière, c'est pour plaider pour une analyse sociologique du rapport à l'impôt, c'est que le patrimoine n'a pas la même signification dans toutes les catégories de la population, et que dans les classes populaires, le patrimoine, les droits de succession, c'est la résidence principale, c'est ce qu'on a passé toute sa vie à payer, c'est une vie de travail accumulée, et l'idée que l'État puisse prélever sur cette vie de travail accumulée est insupportable. Quand on grimpe dans la hiérarchie des patrimoines, on a des patrimoines qui sont beaucoup plus diversifiés et conséquents et complexes, et qui se composent à la fois de résidences principales, secondaires, de capitaux mobiliers, immobiliers, et de capitaux de patrimoine hérité, et que l'idée que l'État puisse prélever sur ce patrimoine en partie hérité, en partie accumulé, en partie que la réglementation a laissé proliférer, finalement est moins insupportable. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc une couche de complexité sociologique supplémentaire par rapport à la complexité qui vous a déjà été présentée auparavant. On avait les intervenants étaient relativement nombreux et on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste pour répondre à vos questions, mais peut-être rapidement quelques questions un peu précises pour démarrer et des choses un peu plus fondamentales derrière. Donc une question de compréhension qui s'adressait à Jean-Luc Tavernier. Donc par rapport à la courbe que vous aviez présentée, il y a quelqu'un qui demande comment ça se fait que les gens qui sont au 9e décile payent moins que les gens qui sont au SMIC. Donc mais il faut peut-être présenter la notion de taux marginal. C'est peut-être ça qui pêchait. Oui, alors en effet,
Enfin, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ce n'est pas uniquement un taux marginal de prélèvement, et ça ne concerne pas que les impôts. Ça concerne aussi dans le bas de la distribution, c'est la baisse des prélèvements. Et donc ce qui se passe dans le bas de la distribution des revenus, c'est que les situations où on est à des taux marginaux nets, donc de prélèvement net des transferts élevés, plus élevés que quand on est à des revenus très élevés, genre au deuxième ou troisième décile de revenus, c'est qu'en même temps on perd des allocations logement, on perd la prime à l'activité ou du RSA précédemment, on perd des prestations familiales, par exemple le complément familial, et en même temps on rentre dans le barème de l'impôt sur le revenu. Mais ce qui compte le plus dans ces taux marginaux en bas de la distribution, c'est pas de rentrer dans le barème de l'impôt, c'est de perdre des droits à prélèvement. Mais la notion de taux marginal, c'est simplement l'idée, c'est la part des 1 euro supplémentaire que vous gagnez qui part en impôt ou que vous perdez du fait de la baisse des prestations. Donc ça ne veut pas dire que les gens qui sont au niveau du 90e, enfin du 9e décile, payent moins d'impôts globalement que ceux qui sont en bas. Une autre question classique, mais à laquelle il faut bien répondre, c'est comment ça se fait qu'en France, il n'y ait que 49% des Français qui payent des impôts? Peut-être que Alexis a répondu, en fait. Hein, c'est la méconnaissance de la CSG, qui est sur une base assez proche de l'impôt sur le revenu, alors qui n'est pas équivalente, parce qu'elle n'est pas familialisée, mais qui est sur une base assez proche de l'impôt sur le revenu. Et la CSG est payée par tout le monde, avec un taux autour de 10%, et donc constitue d'une certaine façon la première tranche de l'impôt sur le revenu, d'un impôt sur le revenu que tout le monde paye. Et les 40% ensuite... ou les 50% qui payent le reste sont ceux qui payent strictement l'impôt sur le revenu, donc les tranches suivantes en quelque sorte. Mais ça, c'est vraiment l'ignorance autour de la CSG. Mais je pense qu'Alexis a quelque chose à dire. Et de la TVA et de tout là. Tous les Français payent la TVA quand même, hein, et on peut débattre longuement sur ces effets redistributifs, mais enfin quand même sur la base du revenu, c'est quand même une taxe assez Ça régressive. fait partie des questions qui sont donc posées. Voilà, c'est une taxe très efficace. Les économistes l'aiment beaucoup et on l'a beaucoup recommandée, mais enfin, il faut quand même reconnaître qu'elle est relativement régressive et qu'il y a certains éléments, notamment certaines niches fiscales au sein de la TVA, qui bénéficient pas forcément aux ménages les plus modestes, si on pense à tout ce qui est hôtellerie et restauration en France. Non, mais c'est très important ce qui a été dit sur la CSG, parce que c'est une méconnaissance qui est largement partagée. L'idée qui consiste, en réponse au mouvement des Gilets jaunes, à alléger l'impôt sur le revenu des classes moyennes, ça participe aussi de cette méconnaissance. C'est-à-dire qu'il y avait, j'ai envie de dire des deux côtés, parce qu'il y avait une manière quand même assez simple, hein, c'est de répondre à ce mouvement et donc de rendre du pouvoir d'achat, non pas en apportant les réponses qui ont été apportées, mais en rendant la CSG progressive, par exemple, ou en l'allégeant pour les bas revenus. Or, c'est une hypothèse qui n'a jamais été... là, on peut faire le compte. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont absolument bénéficié de 0 € des mesures qui ont été prises, en fait. Hein. Je pense éventuellement aux petits indépendants, éventuellement aux fonctionnaires, aux petits fonctionnaires, et qui étaient éventuellement sur les ronds-points. Et là aussi, en fait, c'est une méconnaissance qui est largement utilisée par le pouvoir, en fait. Alors, autre question qui a été posée, est-ce qu'on peut, ou quand est-ce qu'on pourra mesurer les effets sur les inégalités de la suppression de l'ISF? Je crois qu'on peut déjà un peu, non, Jean-Luc? Alors, en ce qui concerne les effets sur les inégalités de la suppression de l'ISF, là, il n'y a aucun doute. Hein. C'est assez simple, parce que l'ISF est payé par le dernier centile, peut-être les 2 derniers centiles de la distribution des revenus. Et donc, l'impact, il est là. Et ça, on peut le tourner dans tous les sens. C'est clair, c'est comme ça. Ce qu'on a beaucoup de mal à mesurer, c'est l'impact éventuellement positif de la suppression de l'ISF sur l'investissement, la productivité, le désir d'entreprendre en France, et même éventuellement le retour des contribuables de l'étranger en France. Voilà, ça pour le moment, c'est plutôt les effets, on va dire, positifs, sous-entendu les effets redistributifs seraient négatifs, mais les effets positifs de la suppression de l'ISF sont très difficiles à évaluer. Mais par contre, sur les effets redistributifs, là, c'est extrêmement simple. Oui, moi j'avais essayé de le montrer dans un de mes premiers tableaux. Hein, l'effet propre de l'ISF à la réduction des inégalités est quand même limité par le montant lui-même de l'ISF. Le passage de l'ISF à l'IFI, c'est une histoire de 3 milliards d'euros.
Donc même si c'est très ciblé sur le très haut de la distribution, sur les indicateurs agrégés d'inégalité comme le Gini, ça a des effets qui sont de fait assez faibles. Hein, et on le mesure déjà, je l'avais dans mon tableau. Hein. Donc c'est 23 000 € de plus l'an prochain pour toutes les mesures fiscales prises depuis 2017, pour les 30 000 ménages les plus riches de France. Les 3 millions de ménages les plus pauvres de France auront reçu par les différentes mesures fiscales et sociales l'an prochain 60 € en moyenne, selon les estimations de l'Institut des politiques publiques qui utilisait un des instruments de micro-simulation dont parlait Xavier tout à l'heure. Ouais, enfin, je pense que ça serait quand même plus intéressant justement de déplacer le débat de l'ISF à l'imposition sur les successions, qui est quand même une taxe certainement juste, hein, si on la juge à l'aune de ce que M. Troisner vient de dire, c'est-à-dire que la France est un pays qui souffre d'inégalités d'opportunités et qui a une très faible mobilité sociale intergénérationnelle sur la base de plusieurs métriques, par exemple l'impact sur les scores des jeunes, mais aussi des moins jeunes, de leur milieu socio-économique, est un des plus élevés de tous les pays de l'OCDE. Et cela en dépit d'inégalités après taxes et transferts, hein, qui sont faibles. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas, à l'ascenseur social, comme on dit, est en panne. Et certainement, si on... je pense, et je suis tout à fait d'accord avec M. Troisnoy, qu'il faut travailler sur les revenus primaires, c'est-à-dire avant, il vaut mieux prévenir que guérir, on va dire. Mais après, bon, évidemment, c'est une vision simpliste, hein, les deux choses sont liées. Les taxes, elles ont aussi des effets sur les incitations, et donc sur le revenu primaire lui-même, d'accord, tout est endogène, c'est une boucle. Et en fait, à l'aune de cette discussion, je pense que une discussion qui se basculerait, de la polémique sur l'ISF, mais de la shifter sur une polémique ou sur une vraie discussion sur les successions et comment les rendre plus acceptables et montrer qu'elles sont progressives et qu'elles peuvent impacter les inégalités d'opportunités. Pour moi, ça, c'est un levier vraiment très important. Donc là-dessus, justement, le meilleur moyen de rendre acceptables les droits de succession, c'est peut-être de les prélever au fur et à mesure de la vie. Et donc ça s'appelle l'ISF. Mais c'est un autre débat. Mais il y avait une question, mais qui rejoint le point que vous avez évoqué. C'est l'impact redistributif de la redistribution non fiscale. Donc vous avez souligné tout à l'heure que vous ne parliez que d'argent, etc. Une partie des problèmes français en termes de redistribution vient notamment beaucoup du fait que le système scolaire français est anti-redistributif. Donc il est certes public, etc., mais il favorise surtout les plus favorisés, et ça contribue beaucoup à ces questions-là, mais ça fait partie des raisons qui expliquent le paradoxe d'avoir beaucoup d'inégalités et peu d'égalité d'opportunités, malgré un niveau de redistribution élevé. Il faut prendre en compte d'autres choses, hein. La France est un pays où il y a aussi pas mal de ségrégation. Il y a eu beaucoup de urban sprawl, c'est-à-dire le logement est un facteur quand même très important qui contribue aussi à ces inégalités d'opportunités et qui fait qu'il y a pas mal de ségrégation, par exemple scolaire en France, et ça joue énormément. C'est pas une différence uniquement entre les individus, c'est une différence entre les écoles et la qualité des écoles. Donc, et ça commence dès le plus jeune âge, jusqu'à évidemment au tertiaire. Oui, moi je veux bien ajouter ma voix à ce concert. C'est très important cette question d'égalité des chances et la question du déterminisme social. Et je pense qu'on s'est assez habitué dans la société française à ce que le système scolaire universitaire conforte ce déterminisme social. Et le grand avantage de ce qui s'est fait maintenant au niveau international sous l'égide de l'OCDE, d'avoir des études PISA, c'est de montrer que ce n'est pas fatal et qu'on est un des pays, sinon le pays, un des 2 ou 3 pays, qui ont le plus ce problème de différence de performance et de carrière, de résultats scolaires, et selon le niveau de revenu, le niveau de catégorie socio-professionnelle des parents. Et franchement, c'est pas fatal. Et c'est à mon avis quelque chose qui devrait beaucoup plus indigner que la suppression de l'ISF. Là, je suis sur un point de vue personnel. Une dernière question donc, qui est posée, mais peut-être que ça donnera l'occasion aussi aux uns et aux autres de dire un mot de conclusion. Quid de l'effet de l'évasion fiscale sur ce débat? Je veux bien dire un mot peut-être Oui.
Sur l'effet de l'évasion fiscale, d'abord, je pense que c'est un effet de contexte très important pour comprendre l'exaspération à l'égard de l'impôt qui a été porté au jour par le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il y a ce sentiment d'une conscience que les puissants, les plus riches, les grandes entreprises comme Google, Amazon, etc., finalement s'exonèrent de l'impôt, ou en tout cas parviennent à y échapper, et que les contribuables ont le sentiment d'être d'une certaine manière assignés à résidence et d'être ceux qui vont devoir payer, justement, notamment suite à la crise de 2008, et avec ce paradoxe qu'on a renfloué les banques après la crise de 2008 et qu'on a en même temps découvert que les banques étaient des acteurs très importants d'un système d'évasion et parfois de fraude fiscale. Je peux ajouter quelque chose ? Enfin, là, c'est pas vraiment pour faire la pub pour l'OCDE, mais enfin, il y a quand même un progrès énorme qui est en train d'être accompli sous l'égide de l'OCDE et initié par le G20, à la fois sur ce qu'on appelle le BEPS, qui est en fait lutter contre l'évasion fiscale, enfin le tax planning et l'optimisation fiscale du point de vue des multinationales. Aujourd'hui, le BEPS, il y a eu un BEPS 1 et un BEPS 2. Le BEPS rentre dans la phase qu'on appelle inclusive, où il y a plus de 130 pays qui ont signé des accords justement pour plus de transparence en matière fiscale au niveau des multinationales et pour se mettre d'accord sur une taxation minimale que toutes les multinationales devraient payer. Rentre maintenant de plus en plus en question le digital, évidemment, qui est une partie de l'histoire, mais pas toute l'histoire, parce que les problèmes existaient avant le digital. Et deuxième chose, on a aussi maintenant pas mal de signataires, je ne sais pas combien de centaines de pays, de Automatic Exchange of Information, qui est aussi qui fait des avancées pour éviter l'évasion fiscale des très riches contribuables. Et là, on parle des personnes physiques. Donc ça, c'est un système automatique d'information entre banques sur les comptes détenus à l'étranger. Et donc tout ça participe quand même d'une lutte contre l'évasion fiscale au niveau corporate et au niveau individuel. Évidemment, les deux sont liés quand même. Et l'OCDE essaye d'avancer dans ce sens-là, mais sans contrainte, mais avec ce qu'on appelle la peer review, qui est quand même une force assez forte. Oui, juste un mot pour dire que le Parlement pourrait jouer un rôle plus actif en la matière, et qu'en particulier, dans le projet de loi de révision constitutionnelle, il y avait un article qui prévoyait que le Parlement s'adjoignait un conseil qui était chargé d'étudier non seulement la loi de finances, mais l'exécution de la loi de finances. Et là, il s'agit bien de l'exécution de la loi de finances concernant le paiement des impôts. Et malheureusement, cet article n'est pas dans le projet qui a été déposé au Parlement ou devant les chambres. Et je pense que c'est profondément regrettable pour, je dirais, l'établissement d'une plus grande transparence sur la distribution de la charge fiscale en France, d'une discussion plus en amont des enjeux du budget, des enjeux des lois de finances, des modifications des lois de finances. Donc là, je pense que il me semble que la société devrait se mobiliser pour faire en sorte que le Parlement ait un rôle plus actif, et évidemment en matière de contrôle de l'évasion fiscale. Jean-Luc, un mot de conclusion ? Oui, moi je suis pas contre ce qu'a dit, vient de dire Alain, mais je veux juste attirer l'attention sur le fait que sur ces questions d'évaluation, on manque quand même globalement de maturité dans le pays, et que le temps de l'évaluation ne coïncide toujours pas avec le temps politique. C'est-à-dire qu'on nous fait le grief, nous, de ne pas pour être incapable encore d'évaluer, par exemple, les conséquences du basculement de l'imposition des revenus du patrimoine au barème sur le prélèvement forfaitaire unique, les conséquences que ça peut avoir sur la distribution de dividendes, sur la localisation des investissements, etc. etc. C'est quelque chose qui ne pourra se faire, et avec des méthodes économétriques très sophistiquées et de recours à des données individuelles, que dans la durée, plusieurs années après. Et donc, il faut se faire à l'idée que c'est extrêmement difficile. J'ajoute, s'agissant de l'ISF, qu'une mesure qui, comme l'ISF, si elle n'est pas suffisamment consensuelle dans un pays et qu'elle est donc susceptible d'être rapportée au changement suivant de gouvernement, ne peut avoir des effets sur les comportementaux qu'assez limités. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre, je pense, à énormément de retours tant que la controverse demeure aussi vive. Bon, donc ce sera le mot de la fin de cette conférence. Merci à vous, merci à tous nos intervenants. Et puis, les GECO continuent.